La Chine l'appelle le YJ-21. Le Pentagone l'appelle le tueur de porte-avions. Un missile hypersonique capable de frapper à plus de Mach 10, laissant aux navires de guerre valant des milliards de dollars seulement quelques secondes pour réagir, sinon ils disparaîtront sous les vagues. Pendant des décennies, les porte-avions américains ont dominé les mers, mais le YJ-21 menace de changer cet équilibre des forces. Sa portée réelle est classifiée, ses capacités font débat, et son existence signifie une chose. Le Pacifique entre dans une nouvelle ère de guerre navale. Alors qu'est-ce qui rend ce missile si dangereux? Et est-ce vraiment surprenant qu'un sentiment d'angoisse existentielle se fasse ressentir de Tokyo à Washington? Le problème des porte-avions. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les porte-avions sont le pilier de la domination militaire américaine sur les océans. L'apparition du porte-avions a marqué la fin du cuirassé, en assumant le rôle de nouveau navire amiral pour les marines, avec la capacité de projeter la puissance aérienne bien au-delà de l'horizon visible. Chaque super porte-avions américain ressemble à une immense ville flottante de plus de 300 mètres de long et abritant plus de 70 avions. Ces navires redoutables peuvent lancer des frappes ou fournir un soutien pour des opérations partout dans le monde. Les États-Unis exploitent 11 porte-avions à propulsion nucléaire, un exploit inégalé par toute autre nation, en termes de tonnage de porte-avions ou de présence mondiale. Lors de chaque crise depuis 1945, un refrain commun parmi les dirigeants américains a été « Où sont les porte-avions ?» Ce qui était une indication claire du rôle du porte-avions comme instrument essentiel de démonstration de puissance. Par conséquent, la présence des groupes aéronavals américains représente un défi majeur pour la Chine. Pékin, vous avez un problème. Considérez la position de la Chine ici. Elle détient des intérêts importants dans les eaux environnantes du détroit de Taïwan, de la mer de Chine méridionale, tandis que les groupes aéronavals américains peuvent pénétrer directement dans ces régions, armés de chasseurs capables de cibler le continent ou d'intervenir dans un conflit régional. En cas de crise à Taïwan, les porte-avions américains pourraient se retrouver stratégiquement positionnés au large des côtes chinoises, liés par traité à défendre l'île contre une attaque de la Chine. C'est le scénario que les stratèges militaires chinois cherchent absolument à éviter. Dans le jargon militaire chinois, le concept de A2, AD signifie anti-accès, interdiction de zone. Cette stratégie est conçue pour empêcher des forces adverses, comme les porte-avions américains, d'entrer sur un territoire. Si les États-Unis concluent qu'ils ne peuvent pas se permettre de placer leurs porte-avions à portée de l'arsenal chinois, alors la Chine a essentiellement interdit aux États-Unis d'entrer dans la zone disputée. Au cours des 20 dernières années, la Chine a investi massivement dans le développement d'un arsenal A2-AD, dans le but de repousser les porte-avions et navires de guerre américains plus loin de ses côtes. Cela englobe une grande variété de missiles de croisière anti-navires, déployés sur des avions, des navires et des sous-marins, en plus de missiles balistiques terrestres à longue portée, spécialement conçus pour cibler des navires en mer. La présence de ces armes anti-porte-avions oblige la marine américaine à reconsidérer sa stratégie lorsqu'il s'agit de déployer des porte-avions près des eaux chinoises, en particulier lors de situations tendues impliquant Taïwan ou des îles contestées. La Chine a rendu sa position parfaitement claire. L'époque où les porte-avions américains pouvaient opérer sans opposition au large des côtes de l'Asie de l'Est est révolue. Autrefois considérés comme des symboles de suprématie presque invincibles, les porte-avions américains font désormais face à un effort concerté de Pékin pour changer ce récit. Au cœur de la stratégie de la Chine se trouve une nouvelle génération de missiles conçus pour envoyer les porte-avions directement au fond de l'océan. Voici le YJ-21. Le développement du YJ-21 par la Chine a été entouré de secrets pendant des années. Les analystes militaires soupçonnaient depuis longtemps Pékin de travailler sur un missile hypersonique lancé depuis un navire, mais la confirmation n'est arrivée que très récemment. La première révélation publique a eu lieu à la fin de 2021, lorsque des observateurs au salon aéronautique de Zhuhai ont aperçu une nouvelle arme mystérieuse exposée. Mais la véritable démonstration a eu lieu en avril 2022, à la veille du 73e anniversaire de la marine de l'APL. À ce moment-là, les médias d'État chinois ont diffusé des images d'un croiseur de classe Renhai, type 055, un énorme destroyer furtif de 13 000 tonnes, effectuant un tir d'essai de missile depuis ses tubes de lancement verticaux. Les analystes l'ont rapidement identifié comme étant le YJ-21 dont on parlait depuis longtemps. Autrefois considéré comme un projet mystérieux, le missile est soudainement devenu un système bien réel et pleinement opérationnel. Alors de quoi s'agit-il exactement? Eh bien, le nom signifie Yingji, ou frappe de l'aigle 21. Il s'agit d'un missile balistique anti-navire hypersonique, un hybride entre un missile balistique et un missile de croisière, conçu spécifiquement pour cibler de grands navires. Assez compact pour tenir dans les cellules de lancement vertical universel des destroyers chinois, il mesurait environ 8 à 9 mètres de long. On pense également que des variantes existent. Une version lancée depuis les airs, appelée KD-21, peut être transportée par les bombardiers H-6K chinois, ce qui lui confère une portée encore plus grande. En termes de performance, le YJ-21 serait capable de voler à des vitesses hypersoniques, estimées à environ Mach 6 en croisière, accélérant jusqu'à Mach 10, soit 10 fois la vitesse du son, ou 13 000 km/h lors de sa plongée terminale. À de telles vitesses, un missile lancé à partir de 1500 km pourrait frapper un porte-avions en quelques minutes,
ne laissant au commandant que quelques secondes pour y agir. Pire encore, ces armes peuvent changer de trajectoire en plein vol. Au lieu de suivre une trajectoire balistique prévisible, le YJ-21 transporte probablement un planeur hypersonique capable de changer de trajectoire en vol. Cela rend l'interception extrêmement difficile, voire impossible, avec les défenses actuelles. Conçu explicitement pour traquer les porte-avions, le YJ-21 représente une menace redoutable. La Chine dispose désormais d'une arme conçue pour détruire les bâtiments de guerre les plus précieux des États-Unis. Derrière chaque méga-projet se cache un investissement massif, ce qui nous amène au sponsor d'aujourd'hui, Mintos. Une plateforme d'investissement où vous pouvez commencer à investir avec seulement 50 €. Mais avant de vous en dire plus, démystifions deux idées reçues courantes sur l'investissement. Mythe numéro 1. Les actions sont le seul moyen de faire croître régulièrement votre épargne. Eh bien, les actions sont volatiles. L'indice américain S&P 500 subit de fortes baisses chaque année et en 2025, il a chuté de près de 19% avant de se redresser. Cela peut être stressant et amener de nombreux investisseurs à faire des erreurs coûteuses dictées par l'émotion. Mythe numéro 2. Les actifs à revenus fixes sont complexes et inadaptés aux investisseurs ordinaires. En réalité, investir dans le revenu fixe est plus simple que vous ne le pensez. Le marché européen des investissements alternatifs de détail a presque doublé en seulement 5 ans. C'est là que Mintos entre en jeu. Mintos est une plateforme facile à utiliser qui vous permet d'investir dans des prêts, des obligations et de l'immobilier en seulement quelques clics. L'objectif est simple, gagner un revenu régulier sans dépendre des fluctuations du marché boursier et répartissez les risques. Les prêts sur Mintos ont offert un rendement net annuel moyen de 8,8% depuis 2015, ce qui est supérieur à un compte d'épargne. Mintos a été fondé en 2014 et compte plus de 700 000 investisseurs à travers l'Europe, gérant plus de 800 millions d'euros d'actifs pour les investisseurs. Commencez à investir avec seulement 50 € et optez pour une gestion entièrement automatisée ou prenez le contrôle total. Pour recevoir un bonus de bienvenue exclusif, scannez le QR code ou cliquez sur le lien dans la description. Commencez à investir dès aujourd'hui avec Mintos. Comment fonctionne un tueur de porte-avions ? Pour comprendre pourquoi le YJ-21 a attiré autant d'attention, il est utile de le comparer aux missiles anti-navires traditionnels et aux défis que représente le fait de toucher un porte-avions en mouvement en pleine mer. Pendant des décennies, les marines comptaient sur des armes comme le Harpoon américain ou l'Exocet français. Ces missiles de croisière Razmot volent à basse altitude et à une vitesse subsonique d'environ Mach 0,8 avant de remonter près de leur cible pour frapper. Ils se sont révélés mortels lors de conflits passés. Par exemple, un Exocet a coulé le HMS Sheffield pendant la guerre des Malouines en 1982. Mais les navires de guerre modernes sont désormais équipés de défenses multicouches, comprenant des radars, des missiles surface-air et des canons CWS à tir rapide, qui peuvent généralement neutraliser de telles menaces. Aujourd'hui, les générations suivantes augmentent les enjeux en allant encore plus vite. Des missiles comme le BrahMos de l'Inde et de la Russie ou le YJ-12 de la Chine atteignent des vitesses supersoniques de Mach 2 à 3 lors de leur approche terminale. À cette vitesse, les défenseurs ont moins de la moitié du temps de réaction par rapport à un missile subsonique. Même une seule frappe devient plus difficile à arrêter. Pourtant, ces armes ne se déplacent qu'à quelques fois la vitesse du son et parcourent généralement des distances de quelques centaines de kilomètres. Les missiles hypersoniques, comme le YJ-21, appartiennent à une catégorie totalement différente. À Mach 5 et plus, ils se déplacent si rapidement qu'ils brouillent la frontière entre les missiles de croisière et les missiles balistiques. Un missile balistique, comme l'ancien DF-21D chinois, décrit une trajectoire en arc haut dans l'atmosphère, ce qui le rend visible par les radars bien avant l'impact. Une arme hypersonique à vol plané, cependant, vole beaucoup plus bas et n'apparaît au-dessus de l'horizon que plus tard, ne laissant aux défenseurs qu'environ 1 minute pour réagir au lieu de plusieurs. Contrairement à une trajectoire balistique prévisible, un planeur hypersonique peut manœuvrer en vol, zigzagant de façon imprévisible et rendant les calculs d'interception presque impossibles. Même des systèmes avancés comme l'Aegis de la marine américaine, avec des intercepteurs SM-6, ont du mal à contrer une cible plongeant à Mach 10 sur une trajectoire changeante. Des projets défensifs comme les lasers, les intercepteurs améliorés ou le brouillage électronique peuvent aider, mais la fenêtre de réaction reste extrêmement réduite. L'efficacité du YJ-21 dépend aussi de la chaîne de destruction. Localiser et suivre un porte-avions à travers le vaste Pacifique nécessite des satellites, des radars transhorizons et des drones transmettant des données au centre de commandement. Des mises à jour en cours de trajectoire guident le missile, tandis que sa tête planante utilise probablement des capteurs radars ou infrarouges pour trouver le navire lors de sa plongée finale. Le système est complexe, mais la Chine a beaucoup investi dans l'infrastructure de surveillance et de communication nécessaire à son fonctionnement. En bref, le YJ-21 n'est pas une arme miracle autonome, mais le fer de lance d'un réseau de frappe beaucoup plus vaste. Si tout fonctionne comme prévu, il pourrait frapper un porte-avions en mouvement avant même que son équipage ne réalise ce qui arrive. L'histoire des armes anti-porte-avions de la Chine. En fait, la Chine n'a pas développé le YJ-21 de façon isolée.
C'est le fruit de décennies de travail soutenu visant à contrer les porte-avions américains. Une avancée majeure a eu lieu lors de la crise du détroit de Taïwan de 1995 à 1996, lorsque les États-Unis ont envoyé des porte-avions près de Taïwan pour montrer leur détermination. Pékin ne pouvait pas faire grand-chose en réponse, et ce déséquilibre de pouvoir a servi d'électrochoc. À partir de ce moment-là, l'Armée populaire de libération, ou APL, a commencé à investir massivement dans des moyens de menacer les porte-avions. Au début, la Chine comptait sur des missiles de croisière anti-navires à portée relativement courte. Le YJ-83, similaire au Harpoon américain, fut l'un des premiers. Dans les années 2000, des modèles plus avancés sont apparus. Le YJ-12, un missile lancé depuis les airs, pouvait atteindre Mach 3 lors de son approche finale. Le YJ-18, lancé depuis des navires ou des sous-marins, se déplaçait discrètement, à vitesse subsonique, avant de passer à Mach 2,5 juste avant l'impact. Ces armes ont donné à l'APL la capacité de saturer les défenses en profondeur des porte-avions, avec des menaces rapides volant à basse altitude, ce qui représentait un danger même pour la flotte la plus avancée. Mais la véritable révolution est venue avec les missiles balistiques anti-navires, ou ASBM. Au milieu des années 2000, la Chine a dévoilé le DF-21D, le premier missile balistique au monde, conçu pour frapper des navires en mouvement en mer. Surnommé le tueur de porte-avions, il avait une portée d'environ 1500 km, et on pensait qu'il était équipé d'une ogive manœuvrable. Aux alentours de 2010, on pensait qu'il était opérationnel, et des rapports de 2013 suggèrent qu'il avait été testé contre une cible de la taille d'un porte-avions. Le message était très clair. La Chine pouvait désormais frapper un porte-avions très loin au large. Peu de temps après, l'APL a introduit le DF-26, surnommé le tueur de Guam, avec une portée d'environ 4000 km, suffisante pour atteindre les bases américaines ou les porte-avions opérant bien au-delà de la première chaîne d'îles. Les deux missiles illustraient la guerre asymétrique, des armes relativement peu coûteuses, menaçant certains des symboles les plus chers et visibles de la puissance américaine. Pendant ce temps, la marine continuait d'améliorer ses systèmes de missiles lancés depuis des navires. Le YJ-18 est devenu la norme sur les destroyers et sous-marins modernes, tandis que les bombardiers H-6 transportaient de lourdes charges de YJ-12 pour étendre encore davantage la portée de la Chine en mer. À la fin des années 2010, l'APL avait construit un arsenal anti-navire à plusieurs niveaux, sur terre, en mer et dans les airs. Le YJ-21 s'appuie directement sur cette base. Il reprend la vitesse et la portée du DF-21D, ajoute la technologie de vol plané hypersonique pour accroître sa capacité à échapper aux défenses, et l'intègre dans un missile pouvant être lancé depuis des navires ou des bombardiers. Certains font remonter sa lignée au CM401, un missile balistique anti-navire à courte portée, basé sur des concepts similaires, avec le YJ-21. Cependant, la Chine dispose désormais d'une arme hypersonique opérationnelle qui pourrait être déployée en mer. Certains analystes sont même allés jusqu'à décrire les destroyers type 055, armés de YJ-21, comme les navires de guerre de surface les plus puissants au monde en termes de puissance de feu. Ceci est l'aboutissement de décennies d'efforts. Au lieu d'essayer de surpasser les États-Unis en nombre de porte-avions, la Chine a cherché à rendre les eaux autour d'elle trop dangereuses pour que ces porte-avions puissent y pénétrer. Par conséquent, le YJ-21 représente le fer de lance de cette stratégie. Comment le monde a réagi ? L'apparition du YJ-21 et de missiles chinois similaires n'est pas passée inaperçue, et elle a ébranlé les forces armées du monde entier. La marine des États-Unis, qui s'appuie depuis des décennies sur les groupes aéronavals comme pilier de sa capacité de projection de puissance, affiche publiquement sa confiance dans sa capacité à gérer cette menace. Les responsables rappellent aux observateurs que les porte-avions ne naviguent jamais seuls, et qu'ils sont toujours accompagnés de croiseurs et de destroyers équipés de systèmes de défense Aegis avancés, de missiles surface-air et d'autres mesures de protection. Ils soutiennent qu'un groupe aéronaval est une forteresse flottante dotée de multiples couches de défense, conçues pour détruire les missiles entrants avant qu'ils n'atteignent le navire amiral. Les commandants américains soulignent également que de nouvelles défenses sont en cours de développement, spécifiquement pour faire face aux armes hypersoniques. Des investissements affluent dans de meilleurs capteurs, des intercepteurs plus rapides, des systèmes de guerre électronique et même des armes à énergie dirigée comme les lasers. Le message est clair. Le porte-avions n'est pas condamné. Les amiraux américains soulignent qu'au cours de l'histoire, les porte-avions ont été maintes fois déclarés obsolètes, depuis l'avènement du sous-marin jusqu'à l'apparition des missiles de croisière soviétiques, et pourtant, ils se sont adaptés et sont restés centraux. Ils pensent qu'il en sera de même à l'ère hypersonique. Pourtant, tout le monde n'est pas convaincu. Des analystes indépendants et des officiers à la retraite ont averti que la marine doit s'adapter rapidement à la nouvelle réalité. Un jeu de guerre de 2023, organisé par le Center for Strategic and International Studies, a simulé un conflit autour de Taïwan. Les États-Unis l'ont emporté, mais à un coût énorme, y compris la perte de 2 porte-avions. Les officiers à la retraite avertissent que, dans un conflit entre puissances, la marine doit s'attendre à perdre des porte-avions. Cette perspective impensable ces dernières décennies suscite un débat sérieux à Washington sur la manière de projeter sa puissance dans le Pacifique. Les porte-avions devraient-ils opérer plus loin des côtes chinoises ? Devraient-ils s'appuyer sur des drones à longue portée ou des avions furtifs ? Les sous-marins, qui sont immunisés contre les missiles balistiques anti-navires, devraient-ils assumer une part beaucoup plus importante de la mission ? Les alliés de l'Amérique réagissent également.
Taïwan, le point chaud le plus probable, s'inquiète de ce qui pourrait se passer si les porte-avions américains hésitent à s'approcher. L'Iran a commencé à développer un nouveau missile anti-navire à longue portée, avec une portée allant jusqu'à 2000 km, conçu spécifiquement pour contrer des armes comme le YJ-21. Cela représente un changement radical pour un pays autrefois soumis à des limites strictes sur ses capacités offensives. L'Australie aussi renforce ses défenses, en acquérant des sous-marins à propulsion nucléaire et des armes de frappe à longue portée, afin de s'assurer qu'elle pourra contribuer si les porte-avions sont contraints de garder leur distance. Même si le YJ-21 n'est que partiellement déployé, sa simple existence a déjà modifié les calculs navals. Les amiraux doivent désormais prévoir la possibilité que des missiles imparables s'abattent sur leurs navires les plus précieux. Et cela, en termes stratégiques, peut être son effet le plus important, en modifiant les comportements sans même avoir été lancé. Course aux armements et comparaison. Donc le YJ-21, ce n'est pas une merveille isolée. Il fait partie d'une compétition plus large qui se déroule partout dans le monde. Les armes hypersoniques sont devenues le nouveau critère de prestige militaire, avec la Russie, la Chine, les États-Unis et plusieurs autres pays qui se disputent la première place. Chaque avancée d'une nation oblige les autres à accélérer leur propre programme, alimentant une course aux armements qui rappelle les compétitions de missiles de la guerre froide. La Russie a été particulièrement désireuse de montrer ses capacités. Son missile Kinzhal, lancé depuis les airs, essentiellement une arme balistique modifiée, peut, selon les rapports, atteindre Mach 10. Bien qu'il soit principalement destiné à des cibles terrestres, il pourrait théoriquement être utilisé contre des forces navales. Le 3M-22 Zircon russe, plus pertinent pour le YJ-21 chinois, est un missile de croisière hypersonique, lancé depuis un navire, que le président Poutine a présenté comme un motif de fierté nationale. Avec une vitesse annoncée proche de Mach 9 et une portée d'environ 1000 km, le Zircon a été testé aussi bien depuis des frégates que des sous-marins. En 2023, l'amiral Gorchkov est devenu le premier navire de guerre à être équipé de cette arme, effectuant même un voyage très médiatisé dans l'Atlantique. Des rapports pendant la guerre en Ukraine ont laissé entendre, sans confirmation, que le Zircon avait été utilisé en combat réel. En revanche, les États-Unis ont eu du mal à déployer des systèmes comparables. Le fleuron de son armée de l'air, l'AGM-183 Harrier, promettait une capacité de frappe à plus de Mach 5, mais il a été annulé en 2023, après des échecs répétés lors des essais. D'autres projets restent en développement. Des concepts propulsés par statoréacteurs comme l'AWCC et le HACM, ainsi que le programme commun de frappe rapide conventionnel LRHW de l'armée de terre et de la marine. Ces armes sont principalement destinées à des missions d'attaque terrestre, laissant un vide en matière capacité anti-navire dédiée. Ce n'est que récemment que la marine a lancé l'initiative HALO, visant à développer un missile anti-navire hypersonique déployable par avion aux alentours de 2030. En attendant, les États-Unis comptent sur des armes subsoniques comme le Harpoon, le Naval Strike Missile et le LRASM, furtif mais subsonique. Cette dépendance place les groupes aéronavals américains en position de désavantage face à l'arsenal croissant d'armes de frappe à longue portée et à grande vitesse de la Chine. D'autres nations travaillent également à combler cet écart. L'Inde, en partenariat avec la Russie, développe le BrahMos 2, qui devrait atteindre Mach 7, avec une portée d'environ 1500 km. La France et le Japon maintiennent également des programmes de recherche sur l'hypersonique, bien que ceux-ci restent expérimentaux. La tendance est claire, le déploiement du YJ-21 par la Chine a poussé ses rivaux à accélérer leur rythme. L'utilisation des armes hypersoniques par la Russie en situation de combat montre qu'elles ne sont pas théoriques, et bien que des questions subsistent quant à leur efficacité en temps de guerre, une réalité ne fait aucun doute. Contre un navire en mer, les armes hypersoniques représentent une menace sans précédent pour les marines du monde entier. Les implications stratégiques. Aujourd'hui, l'apparition du YJ-21 oblige les Marines à repenser leur manière de combattre en mer. Pendant des décennies, le porte-avions a été le symbole incontesté de la puissance maritime, mais les missiles hypersoniques anti-porte-avions soulèvent de nouvelles questions sur son rôle futur. Le débat porte désormais sur la capacité des porte-avions à s'adapter une fois de plus, ou s'ils sont enfin confrontés à une menace qui change définitivement l'équilibre. Et tout cela mène à une question centrale. Les porte-avions, fierté des marines depuis 80 ans, deviennent-ils obsolètes face à des armes comme le YJ-21 ? Et ce débat divise les stratèges. Les porte-avions ont survécu aux sous-marins, aux missiles anti-navires et même à l'ère nucléaire, en s'adaptant à chaque fois. La marine américaine affirme que cette plateforme continuera d'exister, en mettant en avant de nouvelles tactiques comme la dispersion des forces, l'utilisation d'armes de frappe à distance et le développement d'opérations maritimes distribuées. Dans ce modèle, la puissance est répartie entre des navires plus petits, des drones et des bâtiments sans équipage, rendant la flotte plus difficile à frapper. Les porte-avions du futur pourraient embarquer plus de drones que d'appareils pilotés, évoluant plutôt que disparaissant. Pourtant, l'approche de la Chine met en lumière une réalité plus dure. Sur le plan économique, il est bien moins coûteux de construire des vagues de missiles hypersoniques que de remplacer un porte-avions à 15 milliards de dollars. Les stratèges américains s'inquiètent que, dans un conflit prolongé, Pékin pourrait se permettre d'échanger des salves contre des porte-avions et en sortir gagnant. Cette inquiétude pousse à de nouveaux investissements dans les sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire, des concepts de déploiement agile et des options de frappe à longue portée. Même des navires comme l'USS Zumwalt sont en cours de conversion pour transporter des missiles hypersoniques, ce qui souligne l'urgence de la situation.
Au-delà du coût, il y a aussi le risque d'escalade. Si la Chine venait à couler un porte-avions américain, la perte de milliers de vies résonnerait comme un Pearl Harbor moderne, ce qui déclencherait presque à coup sûr des représailles massives. Pour cette raison, de nombreux analystes considèrent le YJ-21- comme une arme de combat que comme un moyen de dissuasion et un levier psychologique destiné à faire hésiter les dirigeants américains en cas de crise à Taïwan. Donc, les porte-avions ne sont donc pas dépassés, mais leur suprématie est remise en cause, comme elle ne l'a jamais été auparavant. Un porte-avions réduit à une épave en flammes en quelques minutes par un missile lancé de très loin. C'est une vision qui n'est pas devenue réalité, mais le YJ-21 oblige les Marines à la considérer comme une possibilité. Est-ce vraiment révolutionnaire ou est-ce surtout psychologique? Eh bien, réfléchissez à ceci. Le YJ-21, il n'a pas besoin de toucher un seul porte-avions pour changer la donne. Son nombre suffit. Les Marines planifient désormais en tenant compte d'un missile qui ne sera peut-être jamais tiré, intégré dans chaque décision, rien que par son existence. Et c'est là le véritable pouvoir, forcer les amiraux à repenser leur stratégie avant même qu'un seul coup ne soit tiré. Et cette incertitude, c'est justement le but. Des armes comme le YJ-21 influencent la stratégie rien que par leur existence, modifiant les calculs sans même être utilisées. Elles incarnent une nouvelle ère, où la vitesse hypersonique, la maniabilité et la portée redéfinissent l'équilibre naval. Pour l'instant, les porte-avions américains restent au sommet de la projection de puissance. Mais leur domination n'a jamais été confrontée à un défi aussi direct et aussi dangereux que celui-ci. Merci d'avoir regardé.